suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler d'Aristote au début de ce colloque sur l'analyse chimique. Je remercie beaucoup Philippe Walter de m'avoir invité. Et en effet, Aristote, s'il a été souvent pris en considération par les historiens des sciences comme l'un des précurseurs de la science chimique, et notamment à cause de sa formulation complètement nouvelle, renouvelée de la théorie du mélange, de la mixis, ces idées ont été souvent critiquées comme trop archaïques, comme liées à un système trop économique, c'est-à-dire avec trop peu de principes, et liées à une conception trop qualitative du cosmos, qui aurait freiné tout progrès dans la quantification des problèmes, des phénomènes naturels. Alors moi, je me propose ici de vous présenter les enjeux principaux de cette doctrine aristotélicienne du mélange, et notamment dans son double aspect de combinaison et d'analyse. Et donc, vous pouvez bien imaginer que ces deux aspects sont ceux qui permettent de manière légitime de rapporter la pensée d'Aristote à l'analytique, parce que ce sont à la chimie, parce que si on regarde les définitions générales de chimie qu'on trouve à partir de la définition de Macker dans le premier dictionnaire de chimie de l'époque des Lumières, on est vraiment dans cette direction. Je vous l'ai mis dans l'handout, c'est le premier texte de votre handout, la définition. Dans ce dictionnaire, on lit « La chimie est une science dont l'objet est de reconnaître la nature et les propriétés de tous les corps par leur analyse et leur combinaison ». Donc vous voyez que Aristote, dans cette théorie du mélange, aborde ces deux perspectives fondamentales. Alors, donc, je vous présenterai cette doctrine et j'essaierai de vous décrire un peu les aspects les plus clairs de cette doctrine, parce qu'elle aussi, elle n'est pas très, très évidente dans tous ces détails. Et ensuite, je tenterai de prendre la défense d'Aristote contre des attaques récentes, et en montrant la fécondité et l'ouverture de ce modèle, justement, par rapport à la science chimique moderne. Alors, commençons par la théorie du mélange. Alors, dans le traité de la génération et de la corruption, premier livre, 10e chapitre, Aristote introduit cette notion de mixis, de mélange, pour expliquer la constitution des substances homogènes dont se composent tous les êtres complexes, naturels et artificiels du monde sublunaire. Alors, dans ce mélange, les ingrédients réagissent réciproquement pour donner naissance à une nouvelle substance qualitativement différente et ayant une formule propre. Mais les composantes demeurent aussi en puissance et peuvent être séparées à nouveau. Ça, c'est la synthèse un peu de cette théorie du mélange aristotélicienne. Alors, dans ce traité de dégénération, la mixis est avec le mélange et avec le binôme agir-pâtir et la notion de contact, l'une des notions indispensables pour comprendre la génération et la corruption des corps du monde sublunaire. Alors, les corps sujets à la génération et à la destruction sont composés de homéomères, qui sont des parties homogènes, qui sont en effet les tissus végétaux, animaux, et les substances continues, comme certaines pierres ou les métaux. Et ce corps homogène, à leur tour, sont composés de 4 éléments. Or, le processus qui produit ces corps homogènes, qui d'ailleurs sont le dernier degré des divisions de corps qu'on peut apercevoir selon Aristote, parce que les éléments à l'état pur en nature, on ne peut jamais les avoir complètement purs. Par exemple, sauf le feu peut-être, mais qui est le plus pur des éléments, mais par exemple l'eau qu'on voit dans un fleuve, elle est toujours mélangée avec de la terre, avec de l'air. Donc en réalité, tout ce que nous voyons est toujours mélangé. Et ça, c'est vraiment lié à la vision du cosmos d'Aristote, qu'on voit très bien dans les météorologiques, où tout est dans un rapport continu d'interaction. Donc, le processus, donc, comme je disais, qui produit ces corps homogènes et la mixis et le mélange, était une notion que, selon Aristote, comme il le dit lui-même, n'a jamais été définie de manière claire auparavant. Donc, il présente sa formulation comme une nouveauté. C'est quelque chose qu'Aristote fait souvent dans ses traités. Parfois, il montre le degré de nouveauté des notions qu'il introduit. Et vous avez justement là le passage numéro 2 que j'ai mis sur l'handout, où il dit
Tous ceux, en effet, qui admettent la génération pour les éléments et ceux qui étudient la génération des corps composés d'éléments ont recours à la dissociation et à l'association, à l'action et à la passion. Or, l'association est un mélange, mais ce que nous devons entendre par les mélanges des corps n'a pas été défini clairement, ou Diorisa et sa force. Et donc, il y a un manque de définition de cette notion. Cette analyse du mélange prend son point de départ dans la dégénération et la corruption dans une difficulté, dans une aporie, concernant le mode de persistance des composantes dans un mélange. Selon certains, il est impossible qu'une chose se mélange à une autre parce que ou bien les choses mélangées restent les mêmes sans subir altération, ou bien l'une des deux est détruite, ou bien les deux sont détruites. Alors, pour sortir de cette impasse, Aristote procède, selon son habitude more dialectico, en distinguant la véritable notion de mélange d'une série d'idées fausses correspondant à la fois à des positions philosophiques réelles ou à des possibilités logiques. Ça, c'est une démarche typique d'Aristote quand il aborde une notion qu'avant, il élimine toutes les doctrines fausses. Alors, de cette analyse qu'il fait, on peut tirer 3 caractéristiques du mélange principales qui sont les suivantes. Première, les composantes d'un mélange sont séparables et se conservent en puissance dans le mélange. Deuxième caractéristique, le vrai mélange doit être un corps homogène, homéomère, c'est-à-dire un corps dont chaque partie possède les mêmes caractéristiques que le tout. Troisième, chaque mélange est déterminé par la proportion des composantes, c'est-à-dire par une situation d'équilibre quantitatif et qualitatif. Voyons en détail ces caractéristiques. Alors, la première, les composantes d'un mélange sont séparables et se conservent en puissance dans le mélange. Alors, Aristote donc résout cette aporie initiale entre permanence et destruction des composantes en termes de puissance et d'acte. Et ça, c'est le texte numéro 3. Et je le lis, mais du moment que parmi les êtres, les uns existent en puissance et les autres en acte, il s'ensuit que les choses qui se sont mélangées peuvent en un sens exister encore et en un autre sens avoir cessé d'exister. D'une part, le produit qui résulte du mélange, tout en étant bien différent des composantes, existe en acte, mais en puissance, chacune des composantes subsiste encore dans son intégrité et telle qu'elle avait été avant d'entrer dans le mélange. C'est là en effet la solution du problème qu'on avait soulevé plus haut notre enquête. Le mélange apparaît donc comme formé par la réunion des choses qui avant étaient séparées et qui peuvent à nouveau être séparées. Les composantes ne persistent donc pas en acte comme les corps ou le blanc. Elles ne sont non plus détruites, ni l'une des deux, ni les deux ensemble, puisque leur puissance se conserve. Alors, ce passage montre 2 choses fondamentales et soulève 2 questions. Alors, la première est donc la possibilité de séparer les composantes, donc c'est la possibilité d'une analyse chimique, qui est une opération justement de séparation. Mais que signifie le fait que les composantes qui étaient séparées peuvent à nouveau être séparées? Comment peut se produire de fait ces processus? S'agit d'une possibilité théorique ou tout aussi pratique? À quoi fait-il allusion Aristote? Donc, c'est des questions qu'on se pose en lisant ce passage. Deuxième question qu'on se pose en lisant ce passage, c'est la conservation de ces composantes. Dans quel sens les composantes persistent en puissance? Donc, on s'interroge sur ces 2 aspects. De fait, Aristote n'approfondit pas dans la dégénération la question de la séparation effective des ingrédients d'un mélange, ni celle de savoir en quel sens ils sont en puissance dans le composé. Comme nous allons le voir tout à l'heure, ces problèmes qui sont étroitement liés seront abordés dans le livre 4 de Météorologique, qui a été considéré comme le premier traité de chimie. Il y a un livre de Düring qui s'appelle Chemical Treatise, c'est-à-dire c'est un traité où tous les corps du monde homogène du monde sublunaire sont classés selon différentes caractéristiques. Donc, dans ce livre 4 de météorologie, Aristote aborde ces problèmes dans la perspective justement de la classification des substances. Les puissances relatives les puissances passives des corps seront les formes de persistance des composantes matérielles, comme par exemple la fusibilité des métaux
témoignent que l'humide dont l'eau entre dans leur composition. Donc, ces qualités passives comme la fusibilité sont la puissance des ingrédients qui rentrent dans un mélange. Donc, comme nous allons le voir, ces puissances passives constituent les propriétés intrinsèques des corps et sont à la base de celles que les commentateurs, par la suite, comme Olympiodore, appelleront les règles diagnostiques. Alors, deuxième caractéristique du mélange. Le vrai mélange doit être un corps homogène, homéomère, c'est-à-dire un corps dont chaque partie possède les mêmes caractéristiques que le tout. Cette caractéristique ressort de la comparaison avec la composition mécanique ou par juxtaposition, c'est la synthesis. En ce cas, les composantes sont simplement placées les unes à côté des autres, comme par exemple une composition de grains de blé et d'orge, sans qu'il y ait interaction ni fusion. Donc, nous avons cette mélange par juxtaposition donne un ensemble discontinu, alors que le mélange doit être homogène. Et Aristote dit, et c'est dans le passage numéro 4, car il y a dans ce cas composition et non mélange ni mixtion, et la partie n'aura pas la même définition que le tout. Nous disons au contraire que pour qu'il y ait mélange, il faut que les parties du corps obtenues par le mélange aient les mêmes propriétés que le tout, et que de même qu'une partie de l'eau est de l'eau, une partie de mélange doit être du mélange. Donc il y a cet aspect de la continuité, de l'homogénéité. Troisième point que j'avais souligné, parmi les caractéristiques du mélange, il est déterminé par la proportion des composantes, c'est-à-dire par une situation d'équilibre. Alors, l'homogénéité du mélange signifie que chaque partie d'Aristote possède le même logos. Alors là, le logos est un terme qu'on traduit par définition, par notion, par proportion. En réalité, le terme définition et proportion se rejoignent parce que la forme, la raison explicative, la définition du corps homéomère est déterminée par la proportion réciproque des composantes. Cet aspect est repris dans le deuxième livre de Degenerazione, où la formation des corps homéomères est expliquée comme le résultat de mélanges à partir des contraires qui ont atteint une moyenne, une mésothèse. Et Aristote insiste sur le fait que ce résultat est un hétérontie, c'est une troisième chose différente par rapport aux composantes. Donc il y a une situation d'équilibre entre deux éléments et le résultat de cette moyenne est une troisième chose différente qui conserve les précédentes, mais elle est autre chose. C'est le passage numéro 5. Oui, où il dit, mais la difficulté de la question est la même pour ceux qui admettent la génération mutuelle des éléments. Quand on leur demande comment des éléments peuvent former autre chose qu'eux-mêmes, il est ainsi possible que du feu se transforme en eau et que de l'eau se transforme en feu, du moment qu'il y a entre ces deux éléments un sujet commun. Mais des éléments, ils se forment certainement aussi de la chair et de la moelle. Comment ces substances se produisent-elles ? Donc, les conditions nécessaires pour la réalisation d'un mélange, qu'Aristote aborde par la suite, sont en fonction de cette proportion. Considérant le mélange comme un rapport d'action et passion réciproque entre les composantes, entre entités semblables, deux conditions sont requises. La première, il faut que les composantes aient la même matière, autrement elles resteraient impassibles. Le deuxième, qu'il n'y ait pas une conversion totale dans l'élément dominant, parce que dans ce cas, il n'y aurait pas du mélange, mais une disparition de l'un dans l'autre. Et Aristote il fait l'exemple de la goutte de vin dans la mer, dans une grande quantité d'eau. Si une goutte de vin dans la mer se dissout dans la masse d'eau, il n'y a pas de mélange, parce qu'il n'y a pas de proportion entre les deux. Et il dit ainsi, quand les composantes ont à peu près le même pouvoir d'agir, chacune de sa propre nature se transforme dans la composante dominante, mais elle ne devient pas l'autre, mais quelque chose d'intermédiaire et de commun. Donc il y a cette idée d'un équilibre entre les deux. Il n'y a pas une qui disparaît dans l'autre, mais il se crée un équilibre. Il y a une altération, mais une altération qui maintient les composantes. Alors Aristote précise que
oui, la petitesse de corps intéressé est la condition idéale pour la réalisation de mélange. En effet, le mélange idéal est entre les liquides, c'est la crasis, c'est le terme qui sera ensuite hérité par les stoïciens, mais c'est entre les corps liquides parce que sont les plus faciles à délimiter et ils sont plus aisément divisibles en petites parties, ce qui facilite le contact. Donc le contact, comme je disais, c'est l'autre élément important pour que le mélange advienne entre deux éléments. Enfin, Aristote résume les résultats de son enquête et donne une définition du mélange comme union avec altération des corps mélangés. Donc, cette définition a été vue comme celle qui se rapproche le plus de celle d'un mélange chimique, comme on l'entend à l'époque, comme on l'entend au sens moderne du terme. Une union où les composantes se modifient, réagissent réciproquement pour donner naissance à une nouvelle substance qualitativement différente et ayant une formule propre. Or, si Aristote a bien reconnu en principe la moderne distinction entre un mélange mécanique, qui est la synthèse, c'est-à-dire par exemple entre des grains où il n'y a pas d'altération réciproque, et le mélange chimique, les détails de la théorie de la mixis, comme je disais, restent plutôt obscurs. Or, à la lumière de la définition du mélange stricto sensu, ce qui distingue les mélanges chimiques proprement dits, c'est-à-dire les corps homogènes, semble être le fait que les premiers constituent que ces mélanges constituent des substances nouvelles, stables et ayant une définition propre. Par exemple, alors que l'argile du potier est un mélange de terre et eau selon une proportion déterminée qui constitue une substance nouvelle, une motte de terre est essentiellement formée de particules de terre agrégées par un peu d'humidité et contenant éventuellement quelques résidus de combustion. Il ne s'agit pas d'une substance différente. Alors, si Aristote rapporte dans le De Generatione et Corruzione de nombreux exemples de ce que n'est pas un mélange, il ne donne pas beaucoup d'exemples de mélange véritable. Il donne d'exemples de tissus vivants, parce qu'en effet, on pense que toute cette théorie du mélange aristotélicienne est opinion commune parmi les historiens de la philosophie, et aussi l'analyse des corps continus des météorologiques et une introduction à la biologie, aux ouvrages biologiques d'Aristote, là où il explique après le fonctionnement des animaux, etc. Donc, il donne des exemples d'homéomères vivantes, la chair, les os, la moelle, et il y a aussi des combinaisons de matériaux non vivants, et il parle des métaux, donc on voit que les métaux, c'est l'un des corps homogènes par excellence. Alors, c'est intéressant parce qu'il fait aussi l'exemple des alliages entre les métaux. Donc, il y a des composés qui ne sont pas des composés entre des éléments, immédiatement entre des éléments, mais entre des autres métaux. Mais de toute façon, là, le mélange chimique, c'est-à-dire la mixte, se réalise au niveau des éléments. Donc, ce sont les éléments dans les métaux qui se combinent pour former un alliage. Alors, en De Generatione et Corruzione, Aristote expose de manière abstraite les caractéristiques et les conditions du mélange en tant que processus aboutissant à un corps homogène. En météorologique 4, comme je disais, il analyse les corps homogènes déjà constitués, leurs réactions et leurs possibilités fonctionnelles. Et il classe les matériaux selon des propriétés concrètes. Et c'est là, et là nous approchons de l'idée d'analyse chimique, et c'est là qu'il montre comment on peut remonter de ces propriétés aux causes actives et matérielles de leur composition. Donc ces deux textes, De Generatione e Corruzione 1.10, là où il est question du mélange, et Météorologie 4, où il décrit les corps homogènes, sont complémentaires, comme l'avaient bien souligné les commentateurs des météorologiques comme Olympiodore ou Alexandre d'Aphrodise, qui se réfèrent souvent aux De Generatione quand ils commentent les météorologiques. Alors venons donc à cette opération d'analyse qui est le pendant du mélange, de la notion du mélange. Alors en météorologique 4.8, Aristote commence par distinguer dans les corps homogènes des propriétés actives
qui sont les impressions particulières que les corps font sur les sens, telles que le froid, le chaud, les couleurs, etc., et des propriétés passives, qui expriment au contraire l'attitude des corps à subir un effet, comme par exemple la possibilité de fondre et de se solidifier. Alors, ces dernières propriétés, les propriétés passives, sont les véritables propriétés intrinsèques des corps, il pas dit oikeioteroi, sont vraiment les propriétés propres des corps, révélatrices de leur nature, c'est-à-dire de leur composition, de leur cause et de leur processus constitutif. Alors, comme Aristote, c'est le passage numéro 8, où il dit tout ce corps diffère entre eux d'une part par les impressions particulières qu'ils font sur les sens. Un corps peut être blanc, doux, etc. Et d'une part par d'autres propriétés passives plus intrinsèques qui expriment l'aptitude à subir un effet, topaskein. Je vais parler par exemple de la possibilité de fondre, de se solidifier, d'être flexible et toutes les propriétés de ce genre. Ce sont là les qualités qui toutes sont passives, comme l'humidité et la sécheresse. C'est par elles que diffèrent entre eux l'os, la chair, les tendons, le bois, l'écorce, la pierre, et chacun des autres corps humains est naturel. Là, vous avez une liste des corps homogènes. Énumérons-les d'abord selon l'aptitude et l'inaptitude. Comme le précise plus loin Aristote, ces propriétés sont relatives à la sensation. Elles concernent uniquement le toucher, alors que les propriétés actives concernent les autres sens, les propriétés passives concernent le toucher. Le toucher est le sens fondamental qui permet de percevoir d'abord le chaud et le froid, le sec et l'humide, et plus précisément le dur et le mou, les premières propriétés du corps physique. C'est protosomatica pazzemata. Le toucher fonctionne comme une sorte de moyenne qui détermine par rapport à soi ce qui est dur et ce qui est mou, qualités qui sont indéterminées et susceptibles du plus et du moins. Bon, le dur et le mou sont les premières oppositions sensibles correspondant au couple des qualités passives secs et humides qui sont représentées concrètement par la terre et l'eau. Et en effet, leur collaboration détermine la cohésion et la délimitation des corps du monde sensible. En effet, c'est la quantité de la terre et de l'eau présente dans chaque composé qui constitue la distinction la plus générale des corps homogènes. Il dit à Aristote qu'il convient de classer tous les corps mélangés d'eau et de terre selon la quantité de l'une et de l'autre. Alors, de ces qualités premières, comme je disais, dérivent 18 couples de contraires. Et c'est la liste que je vous ai mis au passage numéro 9, et sont des propriétés passives et matérielles qui sont développées dans tout le chapitre 8-9 et qui constituent l'un des aspects les plus intéressants et les plus originaux du météorologique. Vous voyez, c'est des couples, c'est l'attitude et l'inattitude. Vous avez solidifiable, non solidifiable, fusible, non fusible, malléable, non malléable, vous avez toute la liste. Et Aristote décrit dans cette liste les caractéristiques de chaque couple en donnant des exemples concrets des matériaux. Montre par exemple comme certaines caractéristiques s'impliquent réciproquement et se trouvent associées dans les mêmes matériaux. Par exemple, les métaux sont fusibles, solidifiables, malléables, ductiles. Et au sens le plus général, ces propriétés sont déterminées par la proportion de sec et humide dans les composés et par l'action des qualités actives, c'est-à-dire le froid et le chaud qui agissent sur elles. Tout se joue autour de 4 qualités. Par exemple, le processus de dessiccation-solidification, le fonctionnement est le suivant. La chaleur chasse l'humide et le froid, chasse la chaleur avec laquelle s'en va l'humide. Les corps contiennent plus d'eau que de terre, les corps qui contiennent plus d'eau que terre, comme les métaux, sont solidifiés par le froid et fondus par la chaleur. Et toutes ces propriétés, donc, comme je disais, dérivent dans la combinaison des qualités passives et de l'action des qualités actives, selon le plus et le moins. Plus en détail, on peut voir que ce couple de contraires dérive de différents facteurs. Par exemple, on voit qu'il dérive de la modalité de l'action des qualités contraires. Par exemple, certains corps sont solidifiés par la double action du froid et du chaud successivement, ou par la répétition de l'application des mêmes causes, comme le fer trempé.
par exemple, que l'on obtient en faisant fondre à la chaleur et solidifier au froid offert à plusieurs reprises. Un autre aspect intéressant et qu'on constate, c'est la présence de l'air dans les composés d'eau et de terre qui donnent origine aux corps non solidifiables. Après, Aristote décrit des caractéristiques structurelles à la suite de la condensation et qui se réduisent essentiellement au nombre et à la grandeur des pores, c'est-à-dire des ouvertures, des discontinuités à l'intérieur des corps. Mais c'est une discontinuité au niveau macroscopique. Alors toutes les critiques qui ont été faites là en disant qu'Aristote est atomiste ici ne tiennent pas, parce qu'en réalité, quand il parle des trous, des certaines pores qui se trouvent dans les objets, c'est au niveau macroscopique. La matière est continue, mais il y a quand même des trous dans cette matière, pas au niveau vraiment de la composition chimique du corps. Or, au sujet de cette liste, on peut faire deux remarques importantes. La première est que ces propriétés, ça c'est important, sont le résultat de combinaisons complexes à partir d'un schéma de base assez économique, assez simple, de causes actives, chaud et froid, et de causes passives, sec et humide. Ensuite, il s'agit de propriétés techniques, parce que c'est des propriétés utiles pour l'emploi humain, ou du moins observables dans un contexte technique. Il suffit de penser aux propriétés passives des métaux. Solidifiables, fusibles, malléables, ductiles, sont évidemment des propriétés exploitables par la métallurgie et l'orfèvrerie. Les propriétés du bois, par exemple, flexible, fissile, combustible, évaporable, enfumé, sont connues par les menuisiers. La famille de propriétés concernant les formes de cassure, par exemple, cassable, friable, sécable, font songer à différents travaux, par exemple le travail de la pierre. Le fait d'être amollissable, malléable, propre à l'argile évoque l'art du potier, et encore le médecin doit connaître les propriétés de ces substances lors qu'elles appartiennent au tissu animé. Par exemple, il saura que le flegme et le tendon sont étirables, que le sang est fluidifiable. Il connaîtra les différents types de cassures des os et leur flexibilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, nous avons une liste de propriétés très concrètes qui viennent d'un monde facilement observable. Alors, pour Aristote, cette liste de propriétés passives a une fonction essentiellement classificatoire et heuristique, c'est-à-dire elle permet de connaître les corps et de distinguer leurs causes. Et là, nous trouvons le terme diagnosko, d'où après les commentateurs ont systématisé le terme en diagnosis, la diagnose. Et c'est le passage numéro 10 où il dit « Si tous les corps, sans exception, sont liquides ou solides, si d'autre part les substances qui présentent les propriétés que nous avons passées en revue appartiennent à ces deux catégories et non à une catégorie intermédiaire, tous les caractères que nous avons énumérés devraient nous permettre de distinguer, diagnosometa, c'est un verbe très rare chez Aristote. Après, on a forgé ces mots de diagnosis, mais c'est un verbe, chez Aristote, c'est un terme rare, c'est un terme usuel qui veut dire distinguer, reconnaître. Si un corps, diagnosome, est distingué, si un corps est fait de terre, d'eau ou d'un mélange de plusieurs éléments, et s'il a été constitué par l'action de feu, du froid ou de deux réunis. Donc, l'analyse des propriétés passives constitue d'une certaine manière la réponse aux questions soulevées par la théorie du mélange du degenerazione. De quelle manière les composantes persistent-elles en puissance dans le composé et comment peuvent-elles à nouveau être séparées? Les propriétés passives, les aptitudes à subir propres à chaque corps, sont la manière selon laquelle les ingrédients du mélange persistent en puissance. Marwan Rached, dans l'introduction à sa traduction aux Degenerazione e Corruzione pour les belles lettres, emploie à ce propos une heureuse définition. Il parle de puissance cohésive, c'est-à-dire les ingrédients perdurent dans la mixture en tant que leur puissance se fixe mutuellement et permettent ainsi l'existence d'un composé stable. Donc il y a cette potentialité qui quand même permet la cohésion des corps. Et en plus, ces propriétés passives révèlent les causes du composé, les causes efficientes, pas seulement les causes matérielles qui sont le matériel, l'eau qui ont été refroidis, mais aussi les causes efficientes, c'est-à-dire la chaleur et le froid. Donc, elles ne constituent pas seulement les traces des ingrédients, mais révèlent aussi le processus de constitution des corps.
Alors, quant à la possibilité de séparation, et là venons à un thème qui vous intéresse, quant à la possibilité de la séparation concrète, empirique des ingrédients d'un mélange, Aristote ne l'exclut pas et le mentionne aussi de manière occasionnelle, mais, et pour corroborer la théorie. Mais, par exemple, dans le passage numéro 11, toujours dans le météorologique que je vous ai imprimé, pour conforter l'affirmation selon laquelle tous les corps formés d'un mélange de terre et d'eau devraient être classés selon la quantité de l'une ou de l'autre, Aristote fait allusion à des procédés de distillation appliqués à ces mélanges, et notamment à l'ébullition du vin, qui produit la séparation de la partie terreuse, le mou, et de l'eau qui s'évapore. Donc vous voyez qu'il dit que le signe qu'il s'agit bien de l'eau est que si l'on se donne la peine de recueillir cette vapeur, elle se condense en eau. Donc il dit qu'elle se condense en eau, donc on peut recueillir la vapeur qui s'est condensée, donc c'est un procédé de distillation. Alors l'expérience de la condensation, donc c'est un signe qui confirme le principe général. Et le but gnoséologique diagnostique consistant à distinguer les causes matérielles efficientes du mélange n'empêche pas qu'Aristote réfléchissait aussi sur les procédures concrètes, expérimentales, nous disons expérimentales, sur les manipulations de matériaux qui, au fond, en fin de compte, sont l'objet de son enquête. Alors maintenant, je viens à quelques conclusions. Et c'est maintenant le moment de conclure et de revenir au sujet de notre colloque. Peut-on considérer à juste titre Aristote comme le précurseur de la chimie, et en particulier de la chimie analytique? Quelle valeur peut-on attribuer aujourd'hui à cette théorie du mélange, de la dégénération et corruption, et à la démarche diagnostique qu'il esquisse dans les météorologiques 4? Alors, moi, je serais très heureuse d'avoir votre avis votre avis de chimiste sur ce que je vous ai présenté. Mais avant, je voudrais prendre la défense d'Aristote face à une interprétation récente soutenue par Dorothea Frede lors d'un symposium aristotelicum consacré justement au premier livre de Degenerazione et Corruzione, selon laquelle l'analyse aristotélicienne des mélanges et leur transformation aurait constitué une sorte de blocage pour le développement de la chimie pendant des siècles. Alors, la première raison, et c'est là pour des raisons, la première raison serait l'explication trop économique de principes du monde matériel, explication que d'ailleurs Dorothea Frede considère admirable, mais elle la considère trop économique parce que ces principes ne rendent pas compte de manière suffisamment diversifiée de la grande variété des corps naturels, puisque les combinaisons résultant de chaud, froid, sec et humide seraient vite épuisées. Moi, je voudrais objecter à cela qu'il me semble qu'au contraire, la description des propriétés passives du livre 4 de météorologique montre que les corps homogènes sont souvent le résultat de combinaisons et d'opérations complexes qui sont loin d'épuiser rapidement le schéma de base restreint aux 4 qualités. Nous avons vu par exemple que certains corps sont le résultat d'actions successives des contraires, comme la répétition de la fusion et solidification dans le cas du fer trempé. Donc, il y a une certaine... ces 4 qualités sont présentées d'une manière à rendre, selon des phases successives, à rendre la variété des corps de manière assez, à mon avis, assez suffisante. Deuxième raison de critique, le manque de précision quantitative concernant le rapport qui définit l'essence de tout mélange. Alors, ce problème se relie à la nature essentiellement qualitative de la physique d'Aristote et a souvent été employé pour montrer l'incompatibilité de la vision aristotélicienne avec toute pratique expérimentale et donc avec les progrès des sciences naturelles. En effet, la forme d'un phénomène est pour Aristote la cause explicative par excellence. Une explication exclusivement quantitative des phénomènes signifierait tomber dans une vision mécaniste, comme celle des prédécesseurs qu'il critique.
Dans le Météorologie 4, Aristote dit que certains corps inanimés, comme les reins et l'argent, sont tels par leur capacité d'agir et de subir, mais que leur logoi, c'est-à-dire leur définition, leurs formules, qui se réduisent à leurs proportions, ne sont pas exactes, il n'est pas possible de les connaître exactement, dit logoi ou kakribéis. Nous savons qu'à partir de certaines potentialités passives, que dans l'or, il y a plus d'eau et beaucoup moins de terre que dans les autres métaux, mais nous ne savons pas exactement dans quelle quantité. Or, à cet argument, c'est-à-dire à cet argument que le manque d'une recherche dans la direction quantitative chez Aristote aurait bloqué le développement de la science, moi je pense qu'on peut objecter que, si j'ai bien compris, l'analyse chimique au sens moderne ne procède pas exclusivement par des méthodes quantitatives. Elle comporte du moins, dans l'approche préalable, des analyses qualitatives qui consistent à séparer les composantes qualitativement différentes d'un mélange en utilisant des propriétés physiques différentes. Par exemple, dans le cas d'un mélange de sel et sable, on pourra séparer le sel en exploitant la solubilité de l'eau. Dans l'eau. Et nous avons vu que pour Aristote, cette opération de séparation, qui est la diagnostic d'un corps mélangé, consiste justement à remonter des propriétés de ce genre aux composantes. Donc, je voudrais donc conclure ce plaidoyer en faveur d'Aristote en disant que la théorie économique des corps composés du monde sublunaire, il me semble qu'elle ne constitue pas un obstacle au développement de la science naturelle et de la chimie, mais qu'au contraire, elle a ouvert la voie. Parce que d'une part, il propose une notion articulée de mélange où le résultat final est différent des composantes, mais où ces composantes persistent et sont séparables. Et de l'autre, cette possibilité de séparation constitue un modèle avancé d'analyse qualitative qui n'exclut pas la possibilité des développements quantitatifs. Et là, je vous ai mis un dernier passage dans votre handout où Aristote semble envisager la possibilité de calculer la quantité des éléments à partir de leur effet. Donc, il n'excluait pas la possibilité de réaliser des analyses quantitatives, mais dans ce contexte, il insiste sur la proportion. Ce n'est pas la quantité des parties, mais c'est la proportion qui l'intéresse. Donc, on remarquera qu'Aristote parle, comme j'avais dit, de difficultés à mesurer exactement les proportions, mais non, il ne parle pas de leur absence, ni de l'impossibilité de les connaître. Je vous remercie pour votre attention.